Bien, c'est parti. Alors, je suis toujours dans l'analyse discriminante prédictive linéaire. Je suis toujours Python. Du coup, on va voir l'analyse discriminante linéaire sous Python, hein. Voilà. Et cette fois-ci, je vais parler d'un projet étudiant. Voilà. Qui est accessible sur GitHub. Accessible sur GitHub, voilà. Un projet qui a été réalisé par des étudiants de la L3IDS, informatique décisionnelle et statistique. Bon, qui n'existe plus maintenant, c'est devenu L3 informatique, hein. Mais à l'époque, je faisais un cours de programmation Python en L3IDS, du coup. Et parmi une année relativement exceptionnelle, hein, j'avais demandé aux étudiants de réaliser un projet pour évaluer la matière. Parce que on était dans des circonstances que j'expliciterai tout à l'heure. Voilà. Alors, parmi les différents projets, il y en a un que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. J'avais conseillé aux étudiants de le mettre en ligne sur GitHub, déjà de se créer un compte GitHub, de voir ce que c'est. Voilà, généralement, en M2, ça, je le rends obligatoire. Voilà, il faut qu'ils créent un compte sur GitHub, qu'il faut qu'ils mettent leur projet pour que ce soit visible et tout ça. Et puis, ça les oblige aussi à travailler de manière sérieuse, sérieusement, parce que quand on met en ligne, tout le monde peut accéder. Donc, autant mettre des choses de qualité en ligne, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, mais en L3, non, je ne demandais pas plus que ça. En Bac+3, je ne demandais pas plus que ça. S'ils veulent le faire, c'est très bien, mais il n'y avait pas d'obligation. Alors, donc le projet est là, donc ça veut dire également que tout le monde peut en profiter, c'est-à-dire que vous-même, y compris les étudiants, hein, qui sont intéressés par la programmation Python et par les méthodes de machine learning, vous pouvez également regarder. C'est ça qui est c'est ça qui est intéressant, hein. Alors, les étudiants qui ont fait ce projet-là, hein, c'est Abdoulaye Diallo, Mamadou Diallo, voilà. Ensuite, il y a Émeric Delfos, il a mis un pseudo là, mais c'est Émeric, voilà. Et puis Alexandra Kruchinina, voilà, qui sont là, qui eux ont fait ce travail remarquable en ligne ici, voilà. Vous pouvez voir, hein. Bon, je vais revenir tout à l'heure, hein. Et vous avez le code source qui est là. Donc, vous avez le code source qui est là, avec, voilà, vous avez vu, hein, ils ont bien mis un projet de L3IDS à l'Université Lyon 2, voilà. Et vous avez le code source avec des commentaires en français. Ce qui arrive quand même rarement, hein. On trouve beaucoup de codes sources sur Internet, hein, mais avec des commentaires en français, bah non, il n'y en a pas tant que ça, hein. Sur GitHub, il y en a plein, hein, de codes sources. Mais là, pour le coup, on a les commentaires en français, donc c'est plus facile à suivre pour nous, hein. On est bien d'accord, hein, pour nous francophones. Alors, je restitue un peu l'histoire rapidement, comme ça, tout le monde comprend bien de quoi je parle. J'ai fait un cours d'analyse discriminante à l'université, j'arrête pas de le dire, c'est un de mes cours favoris. Voilà. Parmi les outils que j'utilise, il y en a un pour moi qui fait référence, c'est SAS, le logiciel SAS, avec la Proc Discrim et la Proc Step Disk. Voilà, ces deux outils-là, je les trouve vraiment remarquables parce qu'ils sont complets, ils donnent un aperçu des résultats très intéressants. Malheureusement, ces outils-là, on n'avait pas les équivalents pour R et pour Python, bon, à l'époque. Très bien. Alors moi-même, je l'avais programmé dans Tanagra, hein, voilà, qui sont là, hein. Donc, parmi les premières méthodes que j'avais programmées dans Tanagra, je suis allé voir la proc Discrim et la proc Stepdisk. Je suis allé voir. Pardon, je suis allé voir la documentation en détail, je suis allé voir exactement comment ça pouvait fonctionner, et ensuite j'ai programmé, voilà, en utilisant les formules qui sont décrites dans la doc de SAS, tout simplement, hein. Voilà. Parmi Tanagra a presque 20 ans maintenant, hein, je l'ai mis en ligne fin 2020, 2003. Voilà, presque 20 ans. Et parmi les premières méthodes que j'avais implémentées, il y avait l'analyse discriminante. Il y avait les arbres de décision et l'analyse discriminante, hein. Voilà. Bien. Alors, c'est très bien, mais bon, ça me chagrinait un peu qu'on n'ait pas l'équivalent sous R et sous Python. Donc, en master, moi-même, en master, j'ai un cours de programmation R, de programmation statistique, où je demande aux étudiants, j'apprends pas aux étudiants à programmer sous R, on est d'accord, en master, non. En revanche, je les apprends à créer des applications, des vraies applications. Et parmi les aspects qui me paraissent intéressants, c'est la création de packages. Donc, je demande chacun de nos étudiants de créer un package avec une méthode de machine learning que je choisis. J'ai un double objectif. Un, ça valide le cours de programmation. Deux, ils apprennent à travailler sous GitHub, voilà. Trois, ils apprennent à créer des packages, voilà. Et quatre, ils sont obligés de se plonger dans une méthode de machine learning. Et voilà. Donc ça fait quand même, c'est tout l'intérêt des projets. C'est pour ça que je suis pas très appétent aux examens, parce que quand on fait un examen, on interroge sur le cours et sur un projet, on peut aller plus loin que le cours. C'est pour ça que je suis si attaché au projet. Même si, par ailleurs, ça fait beaucoup de boulot pour les étudiants. Oui, d'accord. Alors, une année dans la promo 2017-2018, j'avais demandé aux étudiants de programmer l'analyse discriminante en se calant sur la proc discrim et la proc stepdisk de SAS. Voilà. Et un groupe d'étudiants, il y avait Tom, Benoît et Samuel, avaient fait un super travail avec le package discriminaire.
J'ai trouvé tellement intéressant que quand j'ai eu un peu de possibilité, un peu de latitude sur mon temps, voilà, et que j'ai écrit les livres sur les discriminantes linéaires, voilà, je l'ai adossé ici au package discriminaire, hein. Donc j'ai mis R à l'honneur ici, voilà. J'ai fait un autre livre, hein, sur la liste factorielle. Là, j'ai utilisé Python principalement, mais dans ce livre-ci, j'avais mis R plutôt en avant et je l'ai adossé en fait à ce package-ci qui était réalisé par des étudiants de master. Voilà. Alors que les étudiants de master fassent un travail de qualité professionnelle, c'est pas très étonnant, c'est normal en fait, hein. Mais bon, là quand même, c'était quand même du boulot solide. Et du coup, j'ai pu écrire tranquillement le livre ici en vérifiant tous mes résultats intermédiaires avec ce que tenait le package. Voilà. Alors, récemment, voilà, j'ai fait une vidéo sur Scientist Tools. Alors, Scientist Tools, maintenant, vous connaissez, j'en parle souvent, hein. C'est une excellente librairie de l'analyse des données qui présente qui propose des algorithmes d'analyse des données sous Python. Il y a les méthodes factorielles qui sont là, et récemment, dans la version 0.0.6, sont arrivées justement les méthodes d'analyse discriminante. Je dis bien les méthodes, parce qu'il y a différents points de vue possibles, hein. Ils sont tous là, en fait, hein. Donc, dans une précédente vidéo qui est là, hein, juste là, il y a 23 heures, voilà, j'avais présenté la LDA et j'avais présenté la step disk sélection de variables. Voilà. Et quand j'avais fait cette vidéo-là, je me dis, mais c'est vrai également qu'il me semble que j'avais donné un projet pareil pour Python une année. Voilà. Parce que moi-même, je fais des cours de Python à l'université. Voilà, hein. Donc à l'époque, je la faisais dans la L3IDS, informatique décisionnelle et statistique. Voilà. Et dans mon cours, justement, j'essayais d'amener déjà les étudiants sur Python et puis mettre les premiers pas sur la data science. Voilà. Très bien. Donc tous les cours est là. Voilà, j'avais mis en ligne les slides et j'avais enregistré les cours. Pourquoi? Parce que c'était le moment où on est passé en distanciel. Rappelez-vous, hein, la rentrée d'octobre 2020, on se disait qu'on pouvait fonctionner quand même. Bon, on prenait une douche de gel hydroalcoolique, hein, voilà, on mettait 3 masques superposés parce que c'était la crise, voilà. Et très bien. Et c'était compliqué. C'était compliqué, voilà. Et justement, pour aider les étudiants, à l'époque, j'avais créé une playlist où je mettais mes cours, voilà, mes enseignements dans la L3 à l'époque, dans la Bac+3, hein, sous Python. Très bien. Comme ça, ils lisaient le cours. Et du coup, en distanciel, on faisait que les TD, hein. Les cours, ils le suivaient directement ici. Voilà, ils regardaient avant la séance. Et ensuite, on faisait les TD. Alors, restait la question de l'examen. Habituellement, je fais un examen sur machine, donc plusieurs d'ailleurs pour lister les notes. Voilà. Je suis avec les étudiants, voilà, ils travaillent en salle machine, c'est comme un TD, sauf qu'ils me rendent leur travail et après je corrige. Comme je suis avec eux dans la salle, je vois tout de suite si ça va pas. Quand je vois un étudiant qui bloque sur une pécadille, je donne pas la solution parce que c'est pas mon rôle. En revanche, je fais un commentaire. Genre, par exemple, il n'y a pas un 2 points là quand on commence un bloc de code. Il n'y a pas il y a pas une indentation à faire, non? Je sais pas. Les étudiants sont tellement stressés qu'ils oublient les 2 points, les indentations de sous Python. Donc, je passe derrière, je fais un petit commentaire de genre là. Il n'y a pas un 2 points pour créer un bloc de code. Donc, généralement, l'étudiant dit, ah oui, mais c'est bien sûr, il se réveille. Voilà. Donc ça, c'était bien tant qu'on était en présentiel, mais quand on était en distanciel, c'était plus possible, ça. L'examen à distance, bah, c'est non, 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 s'ils sont bloqués, ils sont morts, hein. Voilà. Et puis faire un QCM pour évaluer un cours de programmation Python, non, je le sentais pas. Donc je me suis dit, je vais leur faire travailler sur des projets, voilà. Et notamment, je me suis dit, ah ben voilà, on peut avoir l'équivalent de la proc discrim et la proc disc sous Python. Alors, bon, le résultat a été plutôt inégal, hein, je le dis tout de suite, hein. Le résultat, jamais j'ai eu une variance aussi élevée sur des notes. Voilà, mais bon, c'est compliqué, hein. Voilà. Néanmoins, parmi les projets qui m'ont été rendus, il y en a un que j'ai trouvé extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il y avait Alexandra, Emeric et Mamadou, ou Abdoulaye, voilà, qui avaient fait un projet vraiment très intéressant, hein. N'oublions pas, hein, les cours sont en distanciel, ils travaillent les projets chez eux, sachant qu'ils sont eux aussi, ils sont pas au même endroit, hein. Ils étaient confinés dans leur appartement respectif et ils devaient quand même travailler ensemble. Voilà. Et ils ont fait un excellent travail, hein, voilà. Ah, ça rigole pas, là. Très bien. Tellement excellent
que je leur ai dit à la fin, donc je leur ai rendu leurs notes, hein, voilà. Et à la fin, je leur ai dit, ce travail-là, c'est dommage qu'il soit perdu. L'année est finie, vous allez passer à autre chose, comme moi également, je passe à autre chose. C'est dommage que ce soit perdu. Ce serait bien que vous le mettez sur GitHub. Comme ça valorise déjà votre travail, ça valorise les étudiants, hein, c'est important ça. Voilà. Et puis également, ça permet également de partager votre connaissance, vos connaissances. Voilà. Ça pourra préféter à d'autres étudiants, voilà, qui travailleraient peut-être sur d'autres algos de machine learning. Voilà. Donc, bon, je dis ça comme ça. Après, les étudiants, ils font ce qu'ils veulent. L'année est terminée. Ils sont plus avec moi. Donc, moi, je dis, je fais un commentaire. Mais après, c'est les étudiants qui décident de ce qu'ils veulent faire. Ben, ils l'ont fait. Je suis très content qu'ils l'aient fait. Voilà. Et donc, ils l'ont mis en ligne et ils ont même mis un tutoriel en anglais. Oh là là! Enfin, comme quoi, moi je dis tout le temps, quand les étudiants sont motivés, ils soulèvent des montagnes, hein, ils déplacent des montagnes, hein, ça. Et une grosse partie de notre travail, c'est de les motiver en réalité. Les connaissances, ils les ont. S'ils les ont pas, ils vont les acquérir parce qu'ils sont à une époque où c'est des vrais, enfin, ils apprennent très vite, ils sont capables, ils sont très curieux, ils apprennent très vite. Et tout le boulot que je peux avoir moi, c'est de les motiver, c'est d'attiser leur curiosité sur tel ou tel aspect. Et après, quand ils ont décidé de travailler, bah, ils le font bien. Ils le font et ils ont une capacité de travail extraordinaire. Donc là, ils ont mis en ligne voilà, un tutoriel voilà, qui montre les fonctionnalités et vous avez les codes sources. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allé dans Code, j'ai récupéré en zip tout simplement et ensuite j'ai récupéré ici. Et voilà. Donc il y a les trois fichiers là. Attendez, ça je vais supprimer parce que j'ai fait un essai avant de venir, avant de commencer la vidéo. Voilà. Donc on a bien les trois fichiers qui sont là. Voilà, on a bien les trois fichiers qui sont là, que j'ai récupérés sur le site qui est là. Récupéré sur le site qui est là. Alors, c'est le code source, hein. Donc si vous regardez là, vous avez vraiment le code source, hein. Tout le code source avec ce qu'ils ont implémenté, avec des commentaires en français qui permettent de comprendre exactement le détail. Voilà. Alors, 2 secondes sur les données. Voilà, j'ai mis les données. C'est les données les mêmes que celles que j'ai utilisées pour Scientist Tools. Voilà, c'est l'appréciation qu'on peut avoir d'un travail, que les personnes ont lors de leur travail, soit bonne, soit mauvaise, voilà. Et pour prédire cette appréciation qu'ont les personnes de leur travail, on va utiliser des notes sur différents aspects du travail. Par exemple, le travail en groupe, la, la, donc la variété des tâches qui sont effectuées, la gestion des conflits. Voilà, très bien. On essaie d'utiliser donc ces variables-là pour prédire l'appréciation globale euh, de leur emploi. Voilà. Et en amont, j'ai mis une colonne supplémentaire pour décider qui est apprentissage, qui est test. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent refaire la même manip sur d'autres outils discriminaires, par exemple, ou même sous SAS, ben vous avez là la même subdivision apprentissage-test. Ça vous permettra de vérifier votre travail. Voilà. Alors, c'est ce que je fais moi-même avec Tanagra, hein. Donc, j'ai fait une sélection ici avec sample status et train. Et ensuite, j'ai lancé les différents éléments pour vérifier les calculs et les résultats. Allons-y alors. Une fois que tout s'est dit, voilà, j'ai préparé mon petit notebook. Alors encore une fois, hein, je vais aller assez vite, hein. Ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de retracer ce qui est décrit dans le tutoriel qui est là, voilà, mais en utilisant un autre jeu de données, c'est ça. Là, ils avaient utilisé un autre jeu de données, pour le coup, euh, c'était les alcools, voilà. Bah là, j'utilise cette fois-ci le working appreciation, comment il s'appelle le fichier là? C'est working condition. Hein, voilà. Toujours, on doit avoir les mêmes résultats que la référence proc discrim et proc step disc de SAS. C'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vous conseille hein, que si vous voulez reproduire les calculs, vous récupérez les fichiers qui sont là, voilà, les trois, la calculation discriminante et reporting, vous créez vos notebooks et vous lancez les traitements sous d'autres jeux de données en suivant pas à pas ce qui est écrit le, dans le tutoriel. Ils avaient même fait une petite vidéo. Ils avaient même fait une vidéo pour moi, pour que je sois pas perdu. Voilà. Donc voilà. Mais bon, là pour le coup, c'est intéressant. Vous avez tout ce qu'il faut pour fonctionner ici. Voilà. Pour que ce soit vraiment reproductible. Allons-y alors. Donc, j'importe les données. Donc, il y a la variable cible classe, là les explicatives. Là, la stamp status permet de définir qui est train, qui est test. Je compte les effectifs en train et test. 232 pour l'échantillon d'apprentissage, 200 pour le test. Et ensuite, je partitionne les données en 2 data frames distincts. Voilà. Et j'évacue la colonne sample status. Voilà. Très bien. Ensuite, donc j'importe, voilà, hein, regardez bien, hein, j'ai récupéré donc discriminant, je l'ai mis dans le même dossier que mon notebook, là. Ça c'est mon notebook, là, on est d'accord, hein. Voilà. Ça c'est les trois fichiers que j'ai récupérés sur GitHub, où j'ai fait tout simplement code download zip. Voilà.
Et ensuite, une fois que c'est bon là, donc du coup, je peux importer les modules. Voilà. Donc, j'instancie ici, je lui passe les données d'apprentissage, j'indique quelle est la variable cible, et après, on fait un fit pour entraîner le modèle. Voilà. Alors, vous remarquez qu'il gère les données manquantes. Hein, par suppression, bon, c'est relativement simple, mais c'est une méthode possible. Oui, d'accord. Donc là, ils nous disent bien, il n'y a pas de données supprimées. Alors déjà, on a les résultats globaux. On a la variable cible, on a les classes, les modalités de la variable cible, on a le nombre de variables explicatives et la liste des variables explicatives. Donc, la fiche, très bien, ça permet de vérifier votre calcul. Et ensuite, on a les fonctions discriminantes. Rappelez-vous sous SAS, hein, sous SAS, on a bien ces fonctions discriminantes linéaires. Hein, voilà, les fonctions score, si vous voulez, ou les fonctions d'affectation. Hein, les classifications de fonctions, on dit dans d'autres outils. Donc on a bien ces éléments-là, voilà, les coefficients, avec les classes, et là, les noms des variables explicatives. Et bien sûr, on a aussi les intercepts. Alors bien sûr, moi aussi j'ai vérifié, hein, donc j'ai croisé avec ce qu'il y avait par ailleurs, c'est exactement les bons résultats, bien sûr. Hein. Alors, on a des champs supplémentaires. Si vous regardez bien ici sur GitHub, sur le tutoriel, ils vous disent qu'il y a des attributs, les étudiants vous disent qu'il y a des attributs supplémentaires. Voilà. Très bien. Donc, on a les différents éléments ici. Voilà. Bah, du coup, je vais accéder, par exemple, ici à la matrice intra de variance-covariance intra biaisée et la matrice de variance totale biaisée pour calculer le lambda de Wilks. Voilà. Hein. En fait, il y a les deux. Hein. Il y a le non biaisé et il y a le biaisé. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Et on a bien le bon lambda de Wilks. Donc, on a les résultats intermédiaires qui permettent de recalculer ensuite. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que ils ont la possibilité, nous avons la possibilité d'exporter nos résultats dans une sortie HTML. Hein. Regardez bien, hein. Là, il n'y a rien pour l'instant, hein. On est d'accord là-dessus. Et donc, l'objet analyse discriminante linéaire qui a été instancié ici, hein. Voilà, ADL, voilà. Je vais le sortir dans une sortie ici au format HTML. Alors, il y a HTML, il y a PDF. Voilà. Bon, j'ai fait le choix d'HTML ici, voilà. Et il va générer sur le disque la sortie HTML. Vous avez bien vu, hein? On est 11h37, 23/06/2023, 11h37, 23/06/2023. Alors, quand je l'ouvre, voilà, avec Opera par exemple, on a bien les différents résultats, hein, calqués peu ou prou hein, sur la présentation de SAS. C'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, ça permet de reproduire exactement ce qui se passe avec un outil relativement simple finalement, et simple d'utilisation surtout. Vous avez vu, hein, les commandes là ne requièrent pas une complexité faramineuse. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on peut évaluer sur l'échantillon test. Donc, ils ont prévu une fonction predict là, voilà, avec même la possibilité hein, de créer la matrice de confusion. C'est ce que je fais ici. Donc, je fais la prédiction en test, voilà, et ensuite je calcule la matrice de confusion. Et on a bien la matrice de confusion ici, même sous forme graphique. C'est pas mal, hein. Voilà, très bien. Donc on a toutes les fonctionnalités nécessaires. Dans le cahier des charges que j'avais donné aux étudiants, je leur avais dit, il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il y ait un predict. Voilà. Ensuite, tout le reste, c'est vous qui voyez si vous voulez vous investir davantage. Voilà, il faut qu'un fit, il y ait un predict et les sorties usuelles. Voilà ce que je voulais avoir. Bah, ils ont rajouté des fonctionnalités. Alors justement, la sélection de variables, step disk, voilà, ils ont programmé la backward et la forward, voilà, et on l'appelle comme ceci. C'est un formalisme hein, qui est expliqué ici. Voilà. Donc, j'appelle step disk avec un backward, avec le risque, le seuil de risque ici, 0,01, et on peut retracer les calculs. C'est ce qu'on fait ici. Donc la première variable qui a été enlevée, c'est job var. Conflict a été enlevé, standard ça a été enlevé, voilà. Et du coup, le résultat final, voilà les variables restantes. Voilà. Donc la variable la moins significative était régulate, voilà, mais on voit que la p-value est inférieure au seuil alpha qui est là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est gardé. Et comme il ne pouvait pas enlever régulate, il ne pouvait pas non plus enlever les autres variables, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est le backward. On peut faire le forward. Là, cette fois-ci, c'est un ajout pas à pas. Hein. Je ne vais pas refaire le cours. Hein. Très bien. Et voilà, on a également ici des variables sélectionnées à chacune des étapes. Et donc, ici, les variables qui n'ont pas été sélectionnées. Voilà. C'est présenté différemment cette fois-ci, puisqu'on est dans un forward. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon.
Tout le monde a compris que j'adore l'analyse discriminante. Voilà, on a les outils maintenant sous Python qui permettent d'émuler ce qu'il y a dans ProcDiscrim et ProcStepDix de SAS, qui reste quand même une référence. J'avais parlé dernièrement de Scientist Tools, voilà, et je me fais aussi un plaisir de parler également du travail qu'ont fait mes étudiants de la L3IDS, Bac+3, informatique décisionnelle et statistique, qui, pour mon cours de Python à l'époque, avait programmé également l'analyse discriminante avec une série de fonctionnalités qui permettent de l'utiliser réellement en conditions réelles, voilà, sur des vraies données, si vous voulez, ça a l'intérêt, voilà, avec y compris donc des fonctionnalités de sélection de variables. Encore une fois, vous compliez, vous downloadez les codes sources, calculation, discriminant analysis, reporting, vous le mettez dans le même répertoire que votre projet Python, soit notebook, soit .py, et comme ça, vous pouvez les importer et les utiliser très simplement. On pourrait faire différemment, mais bon, là, c'est l'utilisation vraiment le plus simple. Bravo aux étudiants qui ont fait cet excellent package. Excellent travail à tous.